Il y a des tortures qui coupent, il y a des tortures qui brûlent. Mais il y en eut une qui ne faisait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, elle écartelait le corps humain, lentement, sans pitié, jusqu'à ce que les os craquent, les muscles se déchirent et les articulations explosent sous la pression. Un appareil si redouté que même des soldats endurcis en chuchotaient avec effroi. Ce n'était pas un châtiment ordinaire. C'était le chevalet, que contrairement à la hache du bourreau, qui mettait fin à la vie d'un seul coup, le chevalet était conçu pour étirer la vie en souffrance. Il n'était pas destiné à tuer immédiatement, bien que cela arrivât souvent. Son véritable but était bien plus glaçant. Détruire le corps tout en forçant la bouche de la victime à s'ouvrir, pour arracher des aveux des dents serrées et pour transformer le silence en cri. Et avant que nous ne démêlions ce chapitre terrifiant de l'histoire, prenez un moment pour vous abonner. Car ici, nous plongeons dans les instruments de torture les plus cruels jamais imaginés. Des appareils qui nous rappellent jusqu'où l'humanité est allée dans la quête du pouvoir et de la peur. Ce que vous êtes sur le point d'entendre vous entra, vous troublera et vous laissera vous demander quelle quantité d'agonie un être humain peut endurer. Imaginez la chambre. Des torches vacillent contre les murs de pierre humides. Des chaînes s'entrechoquent dans l'ombre. Au centre de la pièce se dresse un long cadre en bois, de conception simple mais monstrueux dans son effet. À une extrémité, un rouleau lourd équipé de cordes. À l'autre, un autre rouleau, en attente, silencieux, patient. Un prisonnier est traîné en avant, dépouillé de sa dignité autant que de ses vêtements. Ses poignets sont attachés à une extrémité, ses chevilles à l'autre. Il sait ce qu'il attend, mais le savoir ne le prépare pas à la douleur. Les inquisiteurs se tiennent prêts. Un signe de tête est donné. La roue tourne. Au début, les cordes se tendent, tirant le corps. Les muscles se contractent, les articulations souffrent. Puis, à chaque tour délibéré, le cadre s'allonge plus que le corps qu'il contient. La victime crie alors que les épaules se déchirent de leurs orbites. Les genoux fléchissent. Le son des tendons qui se déchirent remplit la chambre comme du parchemin mouillé qui se déchire. Des témoins ont juré qu'ils pouvaient entendre les os craquer, même au-dessus des cris du condamné. Mais le chevalet était plus qu'une torture. C'était un interrogatoire. Des questions étaient criées par-dessus l'agonie de la victime. Des noms, des complots, des secrets. Chaque déni valait un autre tour de roue, une autre vague de douleur si accablante qu'elle brouillait la frontière entre vérité et mensonge. Finalement, les mots jaillissaient, parfois réels, parfois fabriqués, toujours imprégnés de souffrance. Le chevalet ne cherchait pas la justice, il cherchait l'obéissance. La cruauté ne s'arrêtait pas lorsque les cordes cessaient de tourner. Les victimes qui survivaient étaient brisées, leurs bras et leurs jambes définitivement mutilés, leurs colonnes vertébrales tordues. Certains ne marchèrent plus jamais. Certains mouraient quelques jours plus tard d'infection et de choc. Et pourtant, aux yeux des dirigeants et des inquisiteurs, le chevalet avait fait son œuvre. Une confession était obtenue. Un avertissement était donné. La peur était répandue. Pour la foule, pour la société qui l'autorisait, le chevalet n'était pas seulement un appareil, c'était un spectacle, une performance de douleur qui rappelait à tous que personne n'était hors de portée du pouvoir. Et ainsi, cette machine monstrueuse a gagné sa place dans les recoins les plus sombres de l'histoire. C'est ici que notre voyage commence. Le chevalet n'est pas apparu soudainement de nulle part. Il était le produit de siècles de cruauté évolutive, affiné par les mains des dirigeants, des inquisiteurs et des bourreaux qui cherchaient des moyens toujours plus efficaces de plier les corps et les esprits des hommes. Ses origines remontent à l'Antiquité, bien avant que l'Europe médiévale ne lui donne son nom infâme. Les Grecs et les Romains utilisaient tous deux des dispositifs d'étirement similaires,
rudimentaire mais efficace, conçu pour écarteler les prisonniers afin de tester leur endurance et d'arracher des aveux. Les historiens romains ont écrit sur des cadres où les captifs étaient attachés et tordus jusqu'à ce que leurs membres se brisent, un précurseur de ce qui terrifierait plus tard l'Europe sous le nom de chevalet. Dans ces anciennes arènes de châtiment, la douleur n'était jamais aléatoire. Elle était délibérée, intentionnelle et surtout publique. Au Moyen Âge, la justice était devenue un théâtre. Les exécutions et les châtiments n'étaient pas exécutés en secret, mais sur la place du village, où les foules se rassemblaient pour assister au prix de la désobéissance. Le chevalet s'intégrait parfaitement dans cette culture du spectacle. Construit en chêne robuste, renforcé de fer et équipé de rouleaux et de cordes, il était autant une affirmation d'autorité qu'un outil d'interrogatoire. Rois, reines et inquisiteurs savaient que la peur était l'arme la plus puissante de leur arsenal, et le chevalet était conçu pour la fabriquer en abondance. L'une des premières références confirmées au chevalet en Angleterre date du XIVe siècle. On disait qu'il avait été introduit sous le règne d'Édouard III et était souvent appelé la fille du duc d'Exeter, du nom de Loffe. Officiel qui en supervisait l'utilisation. Les prisonnières accusées de trahison, d'hérésie ou de conspiration contre la couronne y étaient étirées jusqu'à ce que leurs cris remplissent les donjons de la Tour de Londres. La simplicité de la machine la rendait à la fois terrifiante et polyvalente. 2 rouleaux en bois, l'un fixe et l'autre tourné par une roue ou une manivelle, avec des cordes liant les poignets et les chevilles. Chaque tour de la poignée serrait davantage la victime, jusqu'à ce que les os commencent à se séparer et que la chair se déchire de l'intérieur. Le but était rarement de tuer directement. La mort était trop définitive, trop miséricordieuse. Au lieu de cela, le chevalet fonctionnait mieux lorsqu'il maintenait la victime en vie, suspendue au bord de l'agonie, jusqu'à ce que la volonté cède avant le corps. Les interrogateurs connaissaient bien les étapes. Au début, la victime se débattait contre les cordes, criant, refusant de répondre. Puis venaient les craquements et les bruits secs lorsque les articulations se luxaient, produisant de nouvelles vagues d'agonie. Finalement, alors que les muscles se déchiraient et que la peau se fendait sous la tension, le prisonnier criait n'importe quoi pour que cela cesse. Les aveux coulaient, des noms étaient donnés, des conspirations révélées, que ce soit vrai ou fabriqué était sans importance. Le chevalet obtenait ce qui était exigé, la soumission. L'Inquisition en Europe continentale était notoire pour son recours au chevalet. Hérétiques, sorcières présumées et blasphémateurs supposés étaient attachés pendant que les inquisiteurs exigeaient des témoignages. Peu importait que les accusations fussent réelles. Une fois quelqu'un lié au cadre en bois, l'issue était prédéterminée, douleur, confession, et soit exécution, soit ruine à vie. Pour les inquisiteurs, le chevalet était un instrument divin, un outil pour purifier l'âme par la souffrance. Pour l'Église, c'était une arme pour maintenir sa mainmise de fer sur le pouvoir, et pour l'accusé, ce n'était rien de moins qu'une descente en enfer sur terre. Les récits du chevalet se répandirent rapidement à travers l'Europe, chuchotés dans les tavernes, les marchés et les foyers. Sa seule réputation suffisait à instiller l'obéissance. Les gens savaient qu'une fois attachés à ce cadre, même les hommes les plus forts cédaient, et une fois brisés, il n'y avait pas de retour. Les prisonniers en sortaient mutilés, leurs membres pendus inutilement, leurs colonnes vertébrales courbées comme des branches tordues. Ils devenaient des avertissements vivants, des rappels que la désobéissance ne menait pas au martyre, mais au tourment. Le chevalet laissa également sa marque sur la politique. Les monarques l'utilisaient pour écraser la dissidence et arracher des aveux aux nobles accusés de trahison. En période de trouble, il devint une arme de peur, sa présence dans la Tour de Londres ou dans les chambres inquisitoriales, un rappel silencieux du sort qui attendait les rebelles. Même ceux qui n'avaient jamais senti ses cordes furent façonnés par son existence, car le chevalet symbolisait le pouvoir des dirigeants d'étirer non seulement les corps de leurs sujets,
mais aussi les limites de la justice elle-même. La construction du chevalet variait selon les régions, mais son essence restait la même: bois, fer, cordes et une roue pour les tordre. Dans certaines versions, des pointes ou des rouleaux à bord dentelés ajoutaient de nouvelles couches de tourments, coupant la chair à mesure qu'elle s'étirait. Dans d'autres, le cadre était ajusté pour appliquer différents types de tensions, tirant les bras dans une direction et les jambes dans une autre, déchirant le corps comme une poupée de chiffon. Les ingénieurs de la douleur étaient inventifs, cherchant toujours de nouvelles façons de prolonger la souffrance sans mettre fin à la vie trop tôt. Et pourtant, le cheval, et n'était pas toujours confiné aux donjons et aux tribunaux inquisitoriaux. Sa légende voyagea au-delà de l'Europe, portée dans les récits des explorateurs, des savants et des soldats. Dans l'imagination des peuples, il devint un symbole universel de tyrannie. Dire qu'un dirigeant utilisait le chevalet revenait à l'accuser de barbarie, même lorsque l'appareil lui-même n'avait peut-être jamais été présent. Le nom devint plus grand que le bois et le fer qui lui donnaient forme. Il devint un raccourci pour la pire sorte de cruauté, la cruauté déguisée en justice. À la fin de la période médiévale, le chevalet était devenu l'un des instruments de torture les plus redoutés et les plus tristement célèbres d'Europe. Sa simplicité assura sa longévité, tandis que son efficacité garantit son utilisation constante. Des générations de prisonniers furent étirés sur ces poutres, leurs cris résonnant à travers les châteaux, les tours et les tribunaux, renforçant le pouvoir de ceux qui tenaient la roue. L'appareil lui-même était peut-être silencieux, mais le message qu'il portait était assourdissant. Résistez, et votre corbe vous trahira. Vos os craqueront, votre voix trahira la vérité, ou du moins la vérité que vos maîtres exigent. Les origines du chevalet nous montrent qu'il n'est pas né d'une invention soudaine, mais de la longue et terrible histoire de l'humanité à perfectionner la souffrance. Ce n'était pas seulement un monstre médiéval, mais une culmination de siècles de cruauté. Et à mesure que nous avançons dans son histoire, nous découvrons non seulement comment il fonctionnait, mais comment il a façonné les sociétés qui l'ont construit, les dirigeants qui l'ont manié, et les innombrables victimes dont les corps brisés sont devenus des notes de bas de page dans les chroniques du pouvoir. Le chevalet était terrifiant, non seulement à cause de ce qu'il représentait, mais aussi à cause de la façon dont il fonctionnait dans ses détails froids et impitoyables. Imaginez être mené dans un donjon, l'odeur de pierres humides et de fumée épaisse dans l'air. Des torches vacillaient le long des murs, projetant de longues ombres qui rendaient le cadre en bois au centre plus grand, plus monstrueux qu'il ne l'était déjà. Le prisonnier dépouillé de sa dignité et de son espoir était traîné vers l'appareil, les poignets et les chevilles solidement liés avec des cordes grossières. Chaque nœud était fait par des hommes qui connaissaient leur métier, des bourreaux qui en avaient attaché des centaines auparavant. Ils travaillaient avec précision, car sur le chevalet, la souffrance était un art. Au premier coup d'œil, la machine semblait simple. Un long cadre rectangulaire en chêne massif, suffisamment solide pour supporter une pression immense. À une extrémité, un rouleau fixe avec des cordes déjà tendues. À l'autre, un rouleau mobile relié à une roue ou une manivelle, attendant l'ordre de l'interrogateur. Mais au-delà de cette simplicité se cachait le génie, une conception qui pouvait transformer l'anatomie humaine en son propre bourreau. Le corps n'était jamais censé être écartelé, et le chevalet le forçait au-delà de toutes ses limites naturelles. Le processus commença lentement. La roue fut tournée d'un cran, puis d'un autre. Les cordes se resserrèrent, tendant le corps du prisonnier. Au début, la victime hurlait sous la tension, les muscles brûlants alors qu'ils étaient forcés dans une extension contre nature. Mais bientôt, la véritable horreur commença. À chaque tour de roue, le corps s'étirait davantage. Les épaules et les hanches subirent la première tension. Les tendons commencèrent à tirer comme les cordes d'un arc, tremblants,
résistant, puis, finalement, se déchirant avec un claquement écœurant. Des témoins ont écrit sur le bruit sec, des articulations arrachées de leurs orbites, un son qui résonnait plus fort que les cris du prisonnier. Les inquisiteurs, se tenant prêts, observaient attentivement. Ils ne cherchaient pas à tuer la victime trop vite. La mort aurait fait échouer le but. Ce qu'ils voulaient, c'était des informations, des noms, des secrets, des aveux. Et ainsi, tandis que le prisonnier se tordait, ils arrêtaient la roue, s'avançaient et commençaient leur interrogatoire. Qui complotait contre le roi? Qui a caché les textes hérétiques? Où sont vos compagnons conspirateurs? Le silence ou le déni était accueilli par la même réponse. Un autre tour de roue, un autre cri, une autre articulation déchirée. Des témoins oculaires ont décrit des corps s'allongeant de plusieurs centimètres. Certaines victimes auraient grandi d'un pied entier sur le chevalet, leurs membres grotesquement étirés, leurs torses amincis, leurs côtes saillantes comme si le squelette lui-même tentait d'échapper à la peau. La peau elle-même se fendait sous la tension, se déchirant en longues entailles qui saignaient abondamment. Le sang dégoulinait le long du cadre en bois, s'imprégnant dans le sol en dessous. Chaque spasme musculaire aggravait l'agonie, et pourtant il n'y avait pas d'échappatoire. Liée en 4 points, la victime n'était rien de plus qu'une marionnette de douleur. La cruauté ne se limitait pas toujours au seul étirement. Dans certaines chambres, les bourreaux combinaient le chevalet avec d'autres tourments. Des fers rougis au feu étaient pressés contre la peau exposée pendant que le corps était étiré. Des pointes ou des couteaux étaient positionnés sous la victime de sorte que se débattre enfonçait la chair contre leur bord. Certaines versions du chevalet étaient construites avec des rouleaux dentelés, de sorte qu'à mesure que les cordes tournaient, elles mordaient la peau, la déchirant. Les possibilités étaient infinies, et l'imagination des tortionnaires était illimitée. Et à travers tout cela, le prisonnier criait. On disait que les sons traversaient les murs de pierre, résonnant d'A, naissent les couloirs, glaçant même ceux qui n'étaient pas dans la chambre. Le chevalet n'était pas seulement un appareil d'interrogatoire, c'était une guerre psychologique. La connaissance qu'il attendait quiconque défiait l'autorité suffisait à en faire taire beaucoup avant même qu'il ne voie ses cordes. Pour ceux qui le voyaient, la vue seule pouvait les briser. Il existe des récits d'hommes s'effondrant en aveux simplement en se voyant montrer le chevalet, suppliant de parler avant même d'être touché. La peur était aussi puissante que l'appareil lui-même. Les séquelles étaient tout aussi horribles. Si la victime était libérée vivante, elle n'était plus jamais la même. Les épaules et les hanches luxées laissaient les bras pendre inutilement. Les ligaments déchirés rendaient la marche impossible. Les colonnes vertébrales se tordaient en forme grotesque. Les doigts perdaient leur sensation. Les mains devenaient des griffes. Les jambes se courbaient anormalement vers l'extérieur. De nombreux survivants vécurent le reste de leur vie comme des coquilles brisées, incapables de travailler, dépendantes des autres et marquées à jamais comme des rappels vivants de la défiance écrasée par le pouvoir. Pour les autorités, ce n'était pas un défaut, mais une caractéristique. Un homme estropié dans les rues était un meilleur avertissement qu'un cadavre dans une tombe. Certains interrogateurs utilisaient le chevalet de manière stratégique, ne serrant les cordes que partiellement, provoquant des luxations, mais pas une destruction complète. Cela permettait à la victime d'endurer des sessions plus longues, parfois sur plusieurs jours, et tirées à plusieurs reprises, jusqu'à ce que son corps ne soit plus qu'une tapisserie de contusions, de coupures et de muscles déchirés. L'interrogatoire portait rarement sur la vérité. Il portait sur l'obéissance. Et l'obéissance était mieux apprise lorsque la douleur était prolongée, non terminée trop tôt. Le tourment psychologique était aussi sévère que le physique. Les victimes s'évanouissaient souvent de douleur, puis pour être ranimées avec de l'eau froide ou des coups violents, forcées de reprendre conscience afin que la souffrance puisse continuer. Certains perdaient entièrement la raison,
balbutiant de manière incohérente, avouant tout et n'importe quoi, même des crimes qu'il n'avait jamais commis, juste pour que la roue cesse de tourner. Les tortionnaires le savaient, et ils l'exploitaient. Une confession sous la torture n'avait pas besoin d'être vraie. Elle n'avait qu'à être utile. Assister à l'utilisation du chevalet était inoubliable. Les chroniqueurs décrivent que la vue de corps allongés, de bras pendant grotesquement, de visages tordus au-delà de toute reconnaissance, de bouches grandes ouvertes en des cris interminables. La chambre était remplie d'un mélange de sang, de sueur et de l'odeur de la peur. Se tenir là, c'était voir l'humanité réduite à son état le plus fragile, le corps trahi par sa propre conception, déchiré par les cordes et le bois. Dans ces donjons, la cruauté n'était pas le chaos. Elle était systématisée, organisée et exécutée avec une précision glaçante. Le chevalet n'était pas utilisé par des fous seulement, mais par des fonctionnaires, des inquisiteurs et des dirigeants qui croyaient que la douleur pouvait révéler la vérité. Que ce fût le cas ou non, le message était clair. Personne n'était hors de portée du pouvoir, et même le corps le plus fort pouvait être démantelé, articulation par articulation, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cris. Le chevalet n'était jamais juste une machine de cordes et de bois. C'était un instrument politique manié par les rois, les inquisiteurs et les gouvernements pour façonner le cours de l'histoire. En Angleterre, il a gagné son surnom glaçant, la file du duc d'Exeter, après son introduction supposée sous l'autorité de John Holland, duc d'Exeter. Logé dans la tour de Londres, l'appareil devint rapidement Tristemon. Était célèbre, et sa simple mention suffisait à envoyer des vagues de peur chez les prisonniers accusés de trahison ou d'hérésie. Il ne s'agissait pas simplement d'extraire des informations, il s'agissait de démontrer le pouvoir absolu de la couronne. Sous le règne de la reine Élisabeth I, le chevalet fut largement utilisé pour écraser les complots et les conspirations. L'exemple le plus notoire survint au lendemain des soulèvements catholiques et des tentatives d'assassinat contre sa vie. Des prêtres jésuites et des traîtres présumés furent conduits à la tour, où le chevalet les attendait. Les interrogateurs de la couronne, dirigés par des hommes comme Sir Richard Topcliffe, ne firent aucune tentative pour cacher leur cruauté. Les registres rapportent que des prêtres furent étirés jusqu'à ce que leurs articulations éclatent, hurlant des aveux de prétendue trahison contre le trône. Que ces aveux fussent sincères ou non importait peu, ce qui importait, c'est que les ennemis d'Élisabeth fussent brisés, tant dans leur corps que dans leur esprit. Le chevalet devint une arme de la couronne protestante contre la résistance catholique, une scène sur laquelle la loyauté et l'obéissance étaient exécutées de force. L'Inquisition espagnole trouva également dans le chevalet un puissant allié. Des hérétiques accusés de défier l'Église y étaient attachés, interrogés et étirés jusqu'à ce que leur corps cède. Aux yeux des inquisiteurs, ce n'était pas de la cruauté pour la cruauté, mais un outil divin pour sauver des âmes. Ils croyaient que la confession, même arrachée à la victime sous l'agonie, était un pas vers la repentance. Le chevalet, dans leur rhétorique, était la roue de correction de Dieu, et ses cris étaient le son du péché en train d'être purgé. Bien sûr, derrière ces justifications se cachait la simple réalité de la peur, le besoin de l'Église d'imposer son contrôle, d'éliminer l'opposition et de terrifier les communautés pour les soumettre. En France, pendant les guerres de religion, le chevalet fut utilisé contre les protestants et les catholiques selon la faction au pouvoir. Révolutionnaires et traîtres étaient également étirés sur ces poutres, leurs aveux étant brandis comme preuve de complot. En ce sens, le chevalet n'était pas seulement un appareil de torture, mais aussi un théâtre politique. Ses résultats, souvent discutables, souvent forcés, étaient présentés comme des preuves pour justifier les exécutions, les emprisonnements et les purges. Les aveux importaient moins que la performance de leur extraction. Ce que les gens voyaient, ce qu'ils chuchotaient de peur, c'est ce qui donnait de la légitimité aux dirigeants.
L'un des cas les plus tristement célèbres en Angleterre fut celui de Guy Fawkes, l'homme qui complota pour faire sauter le Parlement en 1605. Après sa capture, Fawkes fut emmené à la Tour de Londres, où le roi Jacques Thiers autorisa personnellement l'utilisation du chevalet pour le briser. Ce qui s'ensuivit fut une transformation d'un conspirateur défiant en une coquille brisée d'homme. Sa signature sur les aveux, autrefois audacieuse et claire, devint des gribouillis à peine lisibles, l'écriture de quelqu'un dont le corps avait été écartelé par la roue. Sa forme brisée fut exhibée comme un avertissement à tous ceux qui songeraient à la rébellion. Le chevalet avait fait son œuvre, et l'histoire se souvient non seulement de son complot manqué, mais aussi de ses cris dans les donjons de la tour. À travers l'Europe, les prisonnières politiques de toutes sortes craignaient le chevalet. Nobles accusés de trahison, espions capturés en territoire ennemi et rebelles défiant l'autorité, tous subissaient le même sort. L'appareil ne faisait pas de discrimination entre riches et pauvres. C'était un grand égalisateur d'agonie. Son message était universel. Personne n'était hors de portée de la roue. Dans certains cas, le chevalet était utilisé pas pour arracher des secrets, mais simplement pour humilier et dégrader, pour montrer la puissance de l'État. Un noble estropié, autrefois fier et puissant, réduit à un corps brisé incapable de marcher, était aussi efficace qu'un millier de décrets royaux pour affirmer la domination. Mais avec le temps, des doutes commencèrent à s'installer. Les philosophes des Lumières contestèrent la notion même de torture. Des penseurs comme César Beccaria soutenaient que les aveux extorqués sous la douleur étaient peu fiables, qu'un homme avouerait n'importe quoi s'il était étiré au-delà de l'endurance. Des médecins et des anatomistes étudièrent les effets du chevalet et décrivirent les dommages irréversibles qu'il causait, non seulement des luxations, mais des nerfs déchirés, des paralysies et des morts lentes et prolongées. Lentement, les chuchotements commencèrent à devenir plus forts. Était-ce vraiment la justice, ou était-ce de la barbarie vêtue de robes légales? Au XVIIe et XVIIIe siècle, le chevalet commença à tomber en désuétude dans de nombreuses régions d'Europe. L'Angleterre abolit officiellement son usage en 1628, bien que des rumeurs suggèrent qu'il était encore employé en secret. Sur le continent aussi, les mentalités commencèrent à changer, bien que l'Inquisition et les monarques absolus s'y soient accrochés plus longtemps. Le déclin du chevalet reflétait un changement plus large, le lent abandon de la torture en tant qu'outil juridique. Les procès s'orientèrent vers les témoignages écrits, les preuves et les contre-interrogatoires, bien que la cruauté subsistât sous d'autres formes. Le chevalet était simplement trop visible, trop brutal, trop difficile à justifier à une époque de plus en plus obsédée par la raison et l'ordre. Pourtant, même alors que ses poutres en bois prenaient de la poussière, sa légende grandissait. Écrivains et historiens racontèrent les histoires du chevalet avec fascination, exagérant les détails, peignant des tableaux saisissants de corps étirés, et d'articulations brisées. Pour les victoriens, obsédés par l'horreur gothique, le chevalet était une image irrésistible, un rappel du monde médiéval sombre, auquel ils croyaient avoir échappé. Dans les livres, les pièces de théâtre et les illustrations, le chevalet fut ravivé comme le symbole ultime de la torture, un appareil qui incarnait la cruauté du passé et le progrès du présent. Aujourd'hui, le chevalet survit moins comme un artefact que comme une idée. Quelques cadres reconstitués peuvent être trouvés dans les musées, parfois exposés aux côtés d'autres instruments de tourment. Les touristes les observent avec une curiosité morbide, imaginant les cris qui résonnaient autrefois dans les chambres de pierre. Les historiens débattent de la fréquence de son utilisation réelle et de la véracité de toutes les histoires. Mais le mythe, la peur, le pouvoir du chevalet demeurent. Il a transcendé son cadre en bois pour devenir un symbole culturel de la tyrannie, de la cruauté et de la fragilité du corps humain face à la machinerie du pouvoir. Le chevalet était plus qu'une machine. C'était une déclaration gravée dans le bois et la corde, une arme conçue non seulement pour déchirer le corps,
mais pour plier des sociétés entières à la peur. Ses rouleaux et ses cordes ont peut-être pourri depuis longtemps, mais son héritage s'accroche toujours à l'histoire comme l'écho d'un cri qui refuse de s'éteindre. Pendant des siècles, rois, inquisiteurs et bourreaux s'en sont servis pour imposer le silence, l'obéissance et la soumission. Et dans ces donjons, chaque tour de roue racontait la même histoire, que la vérité et la justice importaient moins que le contrôle, que la douleur était le langage le plus fort du pouvoir. Comprendre le chevalet, c'est confronter une partie de l'humanité que beaucoup préféreraient oublier. Ce n'était pas un accident de cruauté, pas un appareil. Créé par des fous dans des sous-sols secrets, il fut construit, sanctionné et utilisé par des tribunaux, par des monarques, par des autorités religieuses qui prétendaient agir au nom de la loi et de Dieu. C'est ce qui le rend si terrifiant, la réalisation que la torture n'était pas l'œuvre de monstres, mais d'hommes ordinaires qui croyaient faire ce qui était juste, ce qui était nécessaire. Les corps qui ont traversé les poutres en bois du chevalet ont disparu, leurs noms souvent perdus dans le temps. Mais leur agonie persiste dans les histoires, dans les registres, dans les mythes qui nous glacent encore aujourd'hui. Nous ne saurons peut-être jamais combien d'aveux furent forcés, combien d'innocents furent brisés, ou combien de cris résonnèrent dans le silence des chambres de pierre. Ce que nous savons, c'est que le chevalet a changé à jamais ceux qui l'ont enduré. Il a réduit des hommes fiers à des coquilles brisées, fait taire la défiance par la terreur et laissé les survivants comme des rappels vivants que le pouvoir pouvait atteindre la moelle de leurs os. Et pourtant, son histoire sert aussi d'avertissement. Elle nous rappelle comment la peur peut être utilisée comme une arme, comment la justice peut être tordue en cruauté, et comment la douleur peut être déguisée en vérité. Le chevalet a disparu, mais l'impulsion qu'il représente, le désir de dominer par la souffrance, n'a pas disparu. L'histoire nous montre que les outils peuvent changer, mais la mentalité perdure, tapie, attendant, prête à ressurgir lorsque le pouvoir cherchera de nouvelles façons de briser l'esprit humain. Alors que nous clôturons ce chapitre d'obscurité, souvenez-vous que le chevalet n'est pas seulement une relique de l'Europe médiévale. C'est un miroir. Et dans ce miroir, nous voyons le coût de la cruauté, la fragilité du corps et la facilité avec laquelle la peur peut faire taire la vérité. Si vous avez trouvé cette histoire hausse, y obsédante que moi, assurez-vous de vous abonner, car ce n'est qu'un parmi de nombreux récits des recoins les plus sombres de l'histoire. Des appareils de fer et de bois, nés non pas de la justice, mais de la souffrance, attendent encore d'être découverts. Et ensemble, nous les amènerons à la lumière, un chapitre terrifiant à la fois,